Bonjour et bienvenue dans le point lecture de septembre. Contrairement aux autres fois, je n'ai pas fait d'un petit enregistrement au fur et à mesure de mes lectures, un peu débordée par la rentrée, plein de trucs à gérer. Le souci, c'est que là, je viens de finir le dernier bouquin et que je me suis dit qu'il faudrait quand même que je fasse le point de lecture. Et rigolez pas, c'était pile le week-end où je me faisais enlever les dents de sagesse. Donc je suis encore, comment dire, disons que ma mâchoire, elle a pas très bien rétabli pour l'instant. Donc je sais pas comment je vais pouvoir parler. Si c'est audible, enfin moi je pense que c'est audible, mais c'est pas ma voix de d'habitude. En tous les cas, peut-être que vous allez entendre un peu plus de silence ou en tous les cas des petites pauses pour justement pas trop parler parce que voilà, pas trop fatigué. En tous les cas pour pas trop ouvrir grand et faire trop de mouvements pour pas que ça saigne. On est bien d'accord sur la question. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce point lecture vous a plu. J'ai passé un très bon mois de lecture. J'ai eu des coups de cœur. Donc c'est déjà pas mal. On va dire qu'il y en a deux et deux auxquels je m'attendais, mais que j'étais pas sûre. Parce que vous savez, très souvent, quand vous avez des expectations qui sont très grandes, vous avez toujours un peu peur que ça marche pas. Bah écoutez, voilà, moi j'en avais trois. Je pensais qu'il y avait trois coups de cœur sur ce mois de septembre. Il y en a deux. Un qui est très 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 bon, hein, il n'y a pas à dire au demeurant, mais il m'a manqué un truc. Donc voilà, je vous laisse avec mes papotages sur les bouquins et les petites images habituelles entre les deux, histoire de résumer plus ou moins mon, mon mois de septembre. Mais vraiment plus ou moins. D'ailleurs, bon, je vous épargne les dents, hein, voilà. Non, c'est bien. Je vous ai épargné ça déjà. Alors, premier livre que j'ai lu, c'est donc Marie sans terre, donc dans la catégorie romans régionaux, donc un roman régional par mois, même il y a eu des entorses puisque j'en ai lu des fois deux ou trois dans le mois. Donc Marie sans terre d'Yves Jacob. Alors on va suivre le destin de Marie, qui est une enfant d'une pauvresse, qui est alcoolique, qui est très très mal embouchée, qui la déteste vraiment, contrairement à son grand frère, que elle adore. Elle est trimballée principalement parce que sa mère est très inconstante. Ils subissent la mort de leur papa qui était vraiment un peu leur protecteur. Et Marie, dans le sillage de sa maman et de son frère, va travailler dans des fermes euh, pendant des années, un peu comme journalière avec sa maman, donc même très très jeune. Euh, ils vont dormir dans des fossés. Il y a des jours qui sont complètement sans pain. Il y a des coups qui sont donnés très régulièrement. Et pourtant, se révèle une très gentille fille. Elle voit rien de mal. En fait, elle subit, elle endure. Tout simplement parce que elle pense que la vie c'est comme ça, même si elle voit que c'est pas pareil ailleurs. Et puis elle perd jamais confiance, sachant et surtout grandement grâce à son frère Robert, qui lui assène tous les jours de ne jamais devenir comme leur mère, c'est-à-dire boire sans soif, se donner à des hommes pour quelques miettes et délaisser ses enfants. Et Marie, quand elle a à peu près 10-11 ans, va être embauchée comme commis dans une ferme, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, elle travaille pour rien, hein, le gîte et le couvert, tout juste. Et elle va découvrir à ce moment-là une autre vie. Alors une vie pleine de labeur, soit,
mais avec un peu plus de chaleur que ce qu'elle recevait de sa mère. Et pourtant, Marie, en grandissant, reste marquée par son manque de confiance en elle et continue à se déprécier, ce qui est tout à fait logique quand on a été élevé comme elle l'a été. Et pourtant, elle est une très très bonne travailleuse. Elle aime beaucoup les animaux dont elle s'occupe. D'ailleurs, les vaches sont ses grandes copines. Bah, comme moi, d'ailleurs, j'aime beaucoup les vaches. C'est mes potes, c'est mes copines, les vaches. Devient très très appréciée par ses employés. Par les employés des fermes et par ses patrons, bien sûr. Alors, on est dans les années 30, la situation internationale se tend comme nous on le sait, mais Marie n'en sait rien. Il faut dire qu'elle apprend tout juste à lire au milieu de l'adolescence et qu'elle se contente en fait de cette vie assez dure à la campagne. Et un jour, elle va rencontrer Julien, qui est un autre commis, qui n'est pas plus vieux qu'elle, mais qui sort de l'assistance publique. Et il va, en fait, ils vont commencer à se trouver intéressants. Bon, bref, leur amour va naître, qui est plein de promesses. Il y a une éclaircie enfin dans sa vie. Elle se dit c'est très bien. Et puis la Seconde Guerre mondiale arrive. Donc Julien part à la guerre, bien sûr, elle reste. Il disparaît et elle résiste. Donc en fait, Yves Jacob offre, et ça c'est pas terminé le roman, bien sûr, je peux pas tout vous raconter. Donc en fait, Yves Jacob offre ici en fait un parcours de femme du peuple, de ces enfants malmenés, maltraités par leurs parents, qui subissent les affres de l'alcool, qui sont pas forcément bien éduqués au début, mais qui par le destin, comme celui de Marie, ont décidé en fait de s'en sortir par le travail, par la valeur travail, par le fait que travailler amène forcément quelque chose au bout du tunnel. Et pas forcément la gloire, l'amour et l'argent, mais une satisfaction du travail bien fait et surtout d'une vie correcte. Voilà. Alors oui, c'est bien sûr, c'est un roman régional, c'est l'un de ceux qui est le plus cousu de fil blanc que j'ai lu. Parce que oui, les épreuves de la vie de Marie sont sans surprise, la fin est évidemment émouvante. Mais la force de ce roman, en fait, c'est pas dans le fait que c'est facile à deviner, c'est la douceur qu'a mis l'auteur dans les mots qu'il emploie pour son personnage principal. Il lui épargne absolument rien des bassesses de la vie, etc. Mais en fait, il a une tendresse pour ce personnage-là de Marie et il la maintient à flot tout le temps, et nous avec, parce que même si on sait ce qui va se passer, il nous donne en fait envie de protéger Marie tout le long et de savoir ce qui va lui arriver. Alors Marie, c'est une jeune femme donc ordinaire, hein. Elle est sans prétention, même si on la décrit très jolie, mais elle ne le sait pas. Parce que de toute façon, on ne lui a jamais fait des compliments. On lui a jamais dit, ni ses parents, ni certaines personnes, etc., ne lui ont jamais dit, mais tu es jolie, etc. Ça comptait pas. Et en fait, elle agit à l'instinct comme un animal. Voilà, elle se laisse porter par les gens qu'elle rencontre, par l'amitié qu'elle éprouve, par l'amitié qu'on lui donne, par l'amour dont elle ne sait rien, mais qu'elle suppose être l'amour. Bien sûr par les aléas de la guerre, mais aussi par les attentions, les coups du sort, les chagrins, qui sont beaucoup trop dévastateurs des fois pour son cœur un peu trop pur. Mais elle croit en son étoile, elle croit au fait que justement, comme on disait son frère, il faut pas faire comme maman, il faut persévérer, travailler, 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 tu vas y arriver. Et en cela, le roman de Marie Santerre donc, est un très beau roman de terroir qui offre une autre vision de la vie sous l'occupation à un moment donné du livre, puis sous les bombes, donc lors du débarquement, et les effets violents de l'après-débarquement et d'avant la libération. Voilà. Donc franchement, c'est un très très joli livre qui a, on sent la tendresse qu'a l'auteur pour son personnage et pour son histoire. Donc franchement, si vous aimez ce genre de choses et si ce que je vous ai exposé vous intéresse, allez-y. En plus, c'est très, très écrit, très fluidement, très tranquillement. Il n'y a pas de heurts. Voilà, franchement, je vous dis, cette année, je me suis vraiment régalée en lisant les romans régionaux, mais vraiment.
parce que c'est une autre littérature et que c'est tellement agréable d'être plongé dans la vie d'une région, d'une contrée, d'une période, d'une époque, avec des personnages ordinaires et pas forcément avoir des gens qui côtoient les élites ou qui ont des destins qui sont tellement forcés et qui sont tellement improbables. Voilà, ça c'est probable. Ça pourrait avoir été votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre grande-tante. Voilà, donc vraiment très très joli roman. Autre roman que j'ai lu, alors je l'ai lu un peu tard dans le mois, mais je l'ai fait dans l'ordre où je les avais annoncés parce que sinon je m'en sors pas et en fait comme je les ai notés sur mon post-it comme ça, sinon je pense que ça va dévier, je vais en oublier un. Euh, alors j'ai lu donc dans le livre du carnet L'arme domestique de Nadine Gordimer. Je rappelle qu'elle est prix Nobel de littérature. C'est une écrivaine sud-africaine, comme elle se définit elle-même, l'africaine blanche, hein, puisqu'elle a pris fait et cause carrément à un moment donné pour l'ANC. Alors, c'est typiquement l'arme domestique, typiquement le genre de roman où on ne peut pas en dire trop, sous peine vraiment de divulgacher l'histoire et le déroulé. Vraiment. Parce que dès le début, en fait, les premières pages, même les 2 premières pages, on sait que c'est Duncan, donc qui a tué son colocataire Karl. C'est comme ça, voilà. Il a utilisé une arme que ses parents gardaient pour se protéger, ce qui est quand même un comble. Duncan était le fils d'un couple aisé, blanc, dans l'Afrique du Sud post-apartheid. Et quand l'accusation se fait, en fait, ses parents, donc Harald et Claudia, décident d'engager en fait un ténor du barreau du coin pour le défendre, qui n'est autre que Hamilton Motsanmae, qui est un avocat noir. Voilà, donc, vous imaginez bien. Et petit à petit, en fait, le roman, le pulse se met en place sur la personnalité de Duncan, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après, etc. Et les parents tombent de haut de savoir qui est leur fils, comme nous, hein, voilà. En gros, on découvre en même temps qu'eux et on tombe un peu de haut de l'armoire. Alors on découvre les ramifications. La petite amie, la trahison de l'ami tué, mais aussi le fait que Duncan était une énigme complète, qui ne se confiait pas. Lui, il leur avait laissé, enfin, il lui avait laissé une très grande liberté. Et ils se doutaient pas, en fait, enfin, ils se doutaient de rien, en gros. Et ils vont, au fil de l'enquête et des détails portés et de tout ce qui se passe lors d'un procès, apprendre qui est leur fils et comment il a pu commettre ce geste, ce crime. Alors, Nadine Gordimer, elle a un style très intelligent, très soutenu, très, très différent de ce que quelquefois on peut lire. Mais vraiment, elle explique, parce qu'elle est sud-africaine elle-même, hein, donc elle explique elle-même le cheminement de ce procès. Elle explore les relations, que ce soit des relations filiales, des relations amicales, des relations, les relations humaines en général, amoureuses, relationnelles, raciales. Et elle montre en fait tous les côtés des codes vraiment raciaux qui sont en vigueur en Afrique du Sud. Elle se positionne jamais par rapport, enfin elle positionne ses personnages bien sûr par rapport à certaines choses, mais elle se positionne pas elle, mais en filigrane on sent une volonté d'expliquer, mais elle laisse, et c'est ce que j'ai apprécié, elle laisse la liberté au lecteur de se faire sa propre opinion sur le personnage, sur les parents, sur la façon dont ils ont élevé leur fils, sur la façon dont ça s'est passé, ce crime, sur les relations ou les propos qu'a cet avocat. Et elle laisse aussi au lecteur ses propres conclusions sur l'affaire en acceptant qu'il y ait quand même quelquefois
souvent, mais quelquefois une noirceur dans l'âme ou la lâcheté d'une société qui n'a pas vu à venir. Le personnage de l'avocat est vraiment très intéressant, parce qu'en fait, il est plus ou moins le point central de procès, notamment d'une plaidoirie qui est assez majeure pour expliquer le pourquoi du comment, du truc, du machin, et que, en fait, ce meurtre ne doit rien au hasard ou à une prédiction basique. Nadine Gordimer fait vraiment un portrait sans concession de la société post-apartheid, qui a toujours un Roland très fort de racisme, de caste, de camp, de ressentiment. Et vraiment, à la fin du roman, perso, l'âme humaine, elle prend un sacré coup dans la gueule quand même. Moi, je vous recommande la lecture, qui en fait va vous laisser à vos réflexions perso. C'est un peu comme se regarder dans un miroir à l'issue de la lecture. C'est un roman qui questionne. Et en fait, le mieux, c'est de le lire et de se poser la question. Voilà, entre quatre murs, seul avec vous-même et votre bouquin, vous n'avez même pas besoin d'exposer votre point de vue. Moi, j'en ai un à propos de ce livre-là, et de certaines choses qui sont dites. Mais je trouve que c'est le genre de roman qui vous expose certaines choses et qui vous dit, bon, bah tiens, toi tu penses ça, mais est-ce que tu es vraiment sûr, quoi. Voilà. Donc vraiment, bonne lecture. Voilà, je comprenais pourquoi je l'avais mis dans le carnet. Bon, il fallait juste que je le sorte du carnet à un moment donné, mais vous savez, c'est un peu compliqué de sortir du carnet des fois. Nadine Gordimer, L'âme domestique, c'est franchement, je vous recommande. Alors, le suivant, et alors attention, on attaque du très lourd, c'est un de mes coups de cœur du mois, ça s'appelle Doppelganger de Gérard Guiss. Alors, moi j'avais adoré les deux derniers romans de Gérard Guiss, notamment je vous incite à lire Le Cimetière qui est une merveille. Et il faut quand même que je vous le dise tout de suite, oui on peut rire, ricaner, se gausser, quand on a un roman qui implique les hauts dignitaires du Troisième Reich. Surtout si c'est sous la plume d'un écrivain comme lui, qui manie une documentation pointue, parce que j'ai eu la chance de savoir certaines choses, et aussi de voir les livres qu'il avait compulsés, on en a un petit peu parlé en off, et qui a une analyse fine, cyniquement drôle, à travers la plume, en tous les cas d'un personnage qui raconte, avec un humour assez décalé, surtout dans les bas de page, tout le cirque des derniers jours de Adolf Hitler on va dire en double, puisqu'il doppelganger, parce que moi, dès les premières pages, personnellement, j'ai gloussé à la lecture des bas de page. Et franchement, il y a de quoi. Alors, en fait, c'est vraiment une grosse bavasse, hein, qui fait 768 pages et des poussières, qui, en fait, a une double couverture, et donc vous comprenez de qui il s'agit, puisqu'en double perspective, vous avez en fait un dictateur paranoïaque en fin de course et le clown qu'il a interprété au cinéma en dictateur bancal et minable. Donc vous avez d'un côté Adolf Hitler, de l'autre côté Charlie Chaplin, et le livre est raconté à la sauce Charlie Chaplin. En fait, c'est un peu comme si lui racontait un peu certaines choses. Alors, on est au début dans le bunker de Adolf Hitler à Berlin. Je rappelle que son bunker était à Berlin. Non, mais je rappelle parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais il est mort là-bas !» Non, non, là, oh, calmez-vous, retenez les chevaux.
Il est donc toujours le Führer du Reich, dans un Reich moribond. Il est planqué avec sa garde rapprochée et ses potentiels successeurs, hein, qui se tirent dans les pattes depuis 1933 minimum, avant pour certains. Voilà, et donc il est à quelques jours de son anniversaire. La seule musique qu'il entend, c'est les orgues de Staline. La 9e armée américaine qui fonce sur la capitale. Un peuple qui est entre peur, fascination et résignation. Le tableau de grosse merde. Et de l'autre côté, vous avez cet acteur britannique qui est le roi de Hollywood, qui est drôle, tendre, talentueux, qui a quand même aussi beaucoup de ses travers. Et d'ailleurs, dans le livre, c'est assez... moi, j'ai beaucoup aimé cette partie d'exposer les deux personnages, enfin les deux personnes, avec un tableau croisé commun. Et il y a quand même pas mal de similitudes dans leur caractère, mais donc forcément dans leur destin partagé, même si ils sont nés à 4 jours d'intervalle du même mois de la même année. Vivi. Ah bah, c'est pas tout le monde, voilà. Et en fait, qui se moquait, Charlie Chaplin, des travers des puissants, qui était compatissant envers les pauvres, envers les faibles, qui était beau comme un camion. Il faut, il faut quand même le dire. Qui portait beau la moustache, mais une fois la moustache perdue et levé ses habits de clown, c'était quand même un très beau garçon. Moustache, d'ailleurs, que Adolf Hitler porte à la Charlot. Puisque celui-là est né 4 jours, en gros, avant. Alors, je le disais, les deux hommes sont nés en avril 1889, donc un, Charlie, le 16, l'autre, le 20. Voilà. Et Gérard Guis part de ce postulat, puisque un cadeau d'anniversaire va être fait pour le Führer, et donc très féru il était très superstitieux, très tourné vers l'astrologie, ce genre de choses. D'ailleurs, il y a une similitude entre les deux hommes. Et ils se disent, oh bah tiens, on va lui offrir son horoscope au grand chef à plume, son thème astral, puisque comme ça, au moins, ça pourra lui permettre de remonter le moral. Il y a sûrement quelque chose là-dedans qui va dire que la fin des nazis, c'est faux, machin, etc. Et donc, en fait, quand vous avez des bras cassés qui sont autour de vous, qui s'en mêlent les pinceaux, parce qu'on va charger quelqu'un, un sous-fifre, du sous-fifre, de commander l'horoscope, et le mec se trompe carrément dans la date d'anniversaire d'Hitler, quand même. Alors, c'est son chef à plume. Voilà, donc le mec donne la date de naissance de Charlie Chaplin. Vous imaginez bien que, en fait, même si les deux hommes étaient d'origine modeste, sachant que Chaplin avait une famille qui n'était pas très, très... Enfin, ils ont des pères sensiblement équivalents et la même amour pour leur mère, d'ailleurs. C'est très étonnant, leur façon de... C'est quand on lit... Enfin, moi, j'avais lu une bio de Chaplin, ça m'avait un peu aussi... Un peu comme Gérard Guy, ça avait dû me taper, je me suis dit, merde, putain, c'est fou quand même. Voilà. Et en fait, il part de ce postulat-là, et comment ces deux hommes d'origine, entre guillemets, modeste, sont arrivés au sommet. Qu'est-ce qui serait arrivé si leur naissance avait été inversée, entre guillemets, leur jour de naissance? Est-ce que le destin aurait été différent s'ils n'avaient pas eu le même horoscope, entre guillemets, au thème astral? En l'occurrence, un thème astral pour cette histoire-là. Alors, c'est très bien documenté. Non, si. Ah bah non, si, quand même. Alors évidemment, il le dit dans les Bad Batch, et c'est ce que j'ai apprécié, parce que moi, vous savez que j'aime pas qu'on détourne l'histoire complètement connement, et surtout pas dans ce genre de période, cette période-là, et surtout pas sur ce personnage-là. Il le dit quand il dit des fois à la fin de bas de page, il vous dit bon, alors attention, je sais pas du tout comment ça s'est passé, personne ne sait comment ça s'est passé sur cette partie-là, personne n'était dans la pièce à part ces deux personnes, mais alors enfin pour le truc de l'histoire, en gros j'ai été obligée un peu de broder, de savoir, mais il vous le dit. Voilà, à bas de page, il vous dit j'ai brodé parce que il y a personne qui était présent, hein, donc on fait un peu comme on peut quand on est écrivain, voilà, et ça j'ai apprécié. Voilà, quand il a des détails très très pointus, des fois les notes de bas de page font carrément une page et demie. Il vous explique tout, machin, etc. Il y a des d'autres qui sont beaucoup plus légères, donc plus cyniques, drôles, très drôles, certains, très très drôles. Et
ça fourmille de références. Vraiment, ça fourmille de références. Les personnages connus. Alors, vous avez la liste en avant-propos, qui est véritablement un bonheur pour tout spécialiste de la période d'ailleurs, parce que je crois que j'ai mis sur Instagram, il m'a fait rire parce que je crois que j'avais mis, ah tiens, quand on commence un livre et qu'on connaît tous, voilà, je pense que j'ai dit un truc comme, je suis en période, en pays de connaissance, je les connais tous, c'est vrai. Et il m'a répondu, ah désolé, j'ai dit, bah non, au contraire. Voilà, donc vraiment, bon, après, je connais bien la période et je connais bien les gens qui l'entouraient, Adolf Hitler, donc du coup, je connaissais quand même toutes ces gardes rapprochés, les quatre secrétaires, les machins, les trucs. Voilà. Et alors, c'est un roman qui est à la fois très structuré, très intelligent, très bien écrit. Bon, c'est Gérard Guis, mais bon. Mais qui est à la fois complètement loufoque, complètement barré. C'est-à-dire que vous avez... je ne sais pas comment expliquer ce livre. Vous avez il y a de la culture, il y a de l'histoire, il y a des histoires dans l'histoire, il y a des références, il y a des interrogations sur la force de la propagande. Il y a des pistes pour essayer de comprendre et d'accepter l'inacceptable sans l'accepter. Il y a la manipulation, il y a l'horreur, et il y a du délire dans tous les sens du terme. Et vraiment, il est, pour moi, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, des critiques sûrement beaucoup plus intelligentes que moi, qui ont réussi à faire une explication sur mon roman. Mais moi, j'ai peur que si j'en dis plus, ça serait dévoiler trop de détails ou trop d'informations qui vous priveraient, de l'imagination et de la finesse de l'auteur, vraiment par rapport à son sujet, qui visiblement, ça a été travaillé pendant des années, et ça se sent que voilà, c'est un texte qui n'est pas sorti en 2 secondes chrono. Alors autant quand vous entendez des écrivains, moi j'ai assisté il n'y a pas très longtemps à un webinar d'un auteur qui parlait de Seconde Guerre mondiale, qui a pondu 200 pages à peu près sur un bouquin et qui vous dit, ça fait 3 ans que je travaille dessus. Voilà. Donc, vous vous dites, non, 3 ans pour ça, c'est pas possible. Voilà, mais là, oui, on comprend qu'il est passé beaucoup plus de 3 ans, je sais plus, mais je crois que ça se compte en plus d'une décennie quand même sur cette histoire-là, parce qu'il faut en englober les bouquins pour ça. Il faut en emmagasiner, il faut les digérer aussi, il faut avoir la possibilité de rentrer votre imagination et votre finesse et votre plume dans une histoire complètement hallucinante, mais qui, par pratiquement tous les biais, est vraie pour certaines choses quand on parle des 2 personnages qui sont connus, reconnus, etc. Moi, j'ai adoré ce roman. Pour moi, c'est un très beau coup de cœur. J'ai pas vu passer les 768 et des poussières. J'ai aussi été ébloui que hilar par moment. Il y a des réflexions qui me faisaient lever les yeux au ciel, non pas par la connerie, mais surtout par le truc de me dire, ah putain, ils sont trop cons. Voilà, donc, mais c'est un livre qui fait du bien. Alors peut-être que certaines personnes vont être rebutées parce que quand ils vont commencer à avoir la pavasse, c'est une pavasse, hein. Vraiment, c'est une pavasse, il n'y a pas beaucoup de marge, c'est écrit assez serré, etc. Franchement, voilà, vous mettez ça en poche, il fait 1000 pages le truc, hein, 1000 ou 2000 pages, enfin il fait au moins 1200 pages le bouquin en poche, je pense. Vraiment, c'est un truc, mais c'est un livre à lire. Voilà, c'est quelque chose qui, déjà premièrement, si vous allez l'acheter, lisez-le jusqu'à la fin, même si vous mettez 8 mois pour le lire, parce que ça respecte le travail de l'auteur. Et croyez-moi, il n'a pas dû s'amuser tous les jours pour répondre ça. J'aurais adoré être sa petite souris grise, sa petite éminence grise pour aller chercher les références, pour aller chercher les documents, pour aller chercher les bouquins, pour lui faire des lectures. J'aurais adoré être son assistante sur ce genre de truc, quoi. Vraiment, je me serais amusée comme une folle. Et en plus,
quand j'ai lu, il y avait j'avais des livres qui me venaient, que j'ai lus, et j'étais à deux doigts de faire la liste et de lui envoyer en disant: «Est-ce que vous avez lu ça? Est-ce que vous avez lu ça?» La tarée. J'ai pas osé parce que je me suis dit: «Ah là là, il va me prendre pour une folle». Mais vraiment, donc vraiment, c'est le genre de bouquin qui me fait vraiment, voilà, qui me fait plaisir, à la fois comme lectrice, mais comme romancière moi-même, quoi. Voilà, je suis pas jalouse, c'est rare que je dise que j'aurais aimé écrire un livre, hem et ça fait partie des peu de livres que je dis: «Putain, si j'avais eu cette idée-là, j'aurais adoré écrire ça». Voilà. Alors, je dis pas que je ponds moins bien ou que je ponds mieux, c'est pas du tout la question. C'est vraiment, je me dis: «Tiens, si un jour, heu, j'avais dû écrire qu'un seul livre dans ma vie, bah, j'aurais aimé écrire ce genre de livre-là». J'ai pas dit celui-là, ce genre de truc, voilà. Après, c'est vrai que ça peut rebuter certaines personnes, mais je vois pas en quoi, sauf à la thématique. Voilà, sauf effectivement si vous lisez la quatrième de couverture, que vous êtes allergique à Adolf Hitler, que vous êtes allergique à Charlie Chaplin, enfin comme non, là vous poussez le mémé dans les orties quand même, faut pas déconner. Alors ça peut vous inciter à aller voir Le Dictateur ou revoir le film Le Dictateur et peut-être d'autres films, même si voilà, il y a des très bons films comme La Chute, mais qui historiquement des fois il y a des trucs qui voilà, mais franchement ça ne peut que vous inciter à peut-être aussi vous pencher sur les messages qu'a voulu faire passer Charlie Chaplin dans ses films. Voilà, moi j'aime beaucoup Charlie Chaplin, hein, comme Buster Keaton, c'est des gens que j'aime. Voilà, j'aime leur création. Et je continue, je vous le dis, je ne fais pas d'amalgame entre l'homme et la création. Un artiste, c'est un artiste. Alors oui, vous allez me dire, ah, mais c'est la même personne. Pff, lâchez-moi. Je ne suis pas mes personnages ne sont pas moi. Donc là, c'est pareil pour Gérard Arguys. Il n'est ni Adolf Hitler, ni Charlie Chaplin, et ni un des personnages à l'intérieur. C'est l'auteur du livre. Voilà. Donc franchement, ça s'appelle Doppelganger. Gérard Arguys, chez aux Forges du Vulcain. Bon, bah c'est guère étonnant quand on connaît les forges, hein. Voilà. Donc, petit message à David s'il passe par là. Bravo. Bravo comme éditeur, bravo. Le genre d'éditeur que tous les romanciers aimeraient avoir, perso, hein. On est bien d'accord qu'il édite des gens comme Alexandra Kozelix, Thomas Pock, Gilles Marchand et la clique. Oh là là, on vous dit pas le haut du panier. Voilà. Donc c'est sûr que des gens basiques comme moi, si vous avez un éditeur comme ça, vous lui pondez 10 romans par an, hein. Ah bah ça c'est sûr. Voilà, donc c'était Doppelganger de Jaragus, vous avez compris, c'est mon coup de cœur du mois. Un de mes coups de cœur du mois, le deuxième arrive un peu plus tard, mais c'était pas étonnant, je trouve. Ça étonnera personne, hein. Alors, l'autre livre, c'est donc Les promesses orphelines de Gilles Marchand, toujours aux Forges de Vulcain. Euh, J'avais adoré Le Soldat désaccordé, j'en avais lu d'autres aussi. J'aime beaucoup la plume de Gilles Marchand parce que je le trouve. Alors, déjà, premièrement, c'est un musicien, ça se sent. Et il a une plume poétique. Alors, c'est un livre qui est très très court, hein, il fait 200 et quelques pages. Alors, on est avec Gino, qui est un pur produit des Trente Glorieuses. Il naît à Paris, mais il va grandir dans les années 50-60 dans un petit village proche d'Orléans. Et en fait, c'est un petit garçon qui rêve de ce que la société lui promet à cette époque-là, c'est-à-dire voyager sur la Lune, des voitures volantes, hein, puisque c'est vraiment le gros essor de certaines BD de science-fiction, etc. Et aussi de ce fameux aérotrain, qui est un mixte entre le train et l'avion, si vous voulez.
On l'attend toujours, hein, ça sera beaucoup plus simple. Bref, il trace sa vie dans un quotidien de l'époque, dans une vie assez modeste qui est marquée par les absences, notamment celle de son papa, et de beaucoup de silence. Et quand il a 8 ans, il va rencontrer une fille qui s'appelle Roxane, sa vie va prendre une autre tournure du fait du déménagement de sa maman, etc. Et ça va prendre une autre tournure aussi sans elle, mais avec l'espoir de la revoir. Et alors là, Gilles Marchand, il va chroniquer. Voilà, avec une écriture très simple, très poétique, très douce. C'est très doux comme façon de faire. Il crée une espèce d'atmosphère à la fois sociale, mais avec une certaine vision du quotidien, très différent. Il y a de l'humour, il y a de la dérision quelquefois dans ce texte, et ça compense avec, enfin ça compense non, ça équilibre, on va dire, ça contrebalance un côté un peu mélancolique qui peuvent pointer ça et là. Euh, Même si je pense que l'auteur a fait certaines piques, certaines critiques partout touche, là, un peu à droite à gauche, mais il maintient son personnage de Gino un peu dans ce côté un peu idéaliste, un Pierrot la Lune si vous voulez dire, même s'il n'est pas trop dans la Lune, mais un peu idéaliste. C'est un rêveur en fait. Et il assiste en fait à l'accélération de son époque, d'une époque, avec l'évolution technique, l'évolution sociétale, la technologie, dans cette époque, enfin cette société, époque des 30 Glorieuses qu'on dit bénie des dieux, alors que franchement, honnêtement, elle n'est pas si parfaite, déjà au point de vue des femmes, excusez-moi du peu. Voilà, j'aurais pas vraiment du tout aimé vivre dans les 30 Glorieuses en tant que femme, hein, je parle, peut-être que les hommes beaucoup plus, mais femmes non merci. Être cantonnée à faire des gosses et à rester à la maison et à être bobonne, parfaite et tirer à quatre épingles dès le matin pour pas que chouchou nous surprenne en pyjama. Voilà. Et ne pas avoir de compte en banque avant le milieu des années 60, même pas en rêve. Voilà. Donc, non, non, mais même pas en rêve. Sans compter la contraception qui. Bon, bref. Donc, non, pas du tout pour moi. Mais qui a ce côté époque bénie parce que. Enfin, moi, quand j'en parlais avec mes grands-parents et mes parents, hein, parce que mes parents sont nés juste après la guerre, donc la seconde. Donc, ils ont eu 20 ans dans les années 60. Et ils me disaient, mais en fait, nous, quand on a commencé à travailler, donc fin 60, début 70 à peu près, quand ils ont commencé à travailler, ils quittaient un travail, ils en trouvaient un autre le lendemain. C'est-à-dire, enfin, voilà, c'était vraiment ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Et lui, en fait, le fait que Gilles Marchand soit un conteur, un musicien, ça se ressent. Il y a un rythme. On passe du rire aux larmes. C'est un peu rock. Enfin, le rythme est un peu rock'n'roll quelquefois. Mais ça n'empêche pas que c'est un conteur. Donc il y a ce côté fantaisie qui ressort dans son écriture. Et le personnage, il n'élude rien, voilà, il parle de sa mère qui sillonne la France pour photographier des lieux pour des cartes postales, il parle de son retour à Paris, il parle des chantiers où il va travailler, où il fait que couler du béton, en gros, parce qu'il a une vie, en fait, il rêve plus sa vie ou plutôt il imagine la vie de rêve, une vie de rêve, et tout cet espoir qu'il a, en fait, lui fait traverser les épreuves, les joies, les peines, etc. En fait, c'est un gros anti-héros, Gino. Et ça rime, Gino, anti-héros. Ah, mais j'avais pas fait attention. Ouais, c'est un homme ordinaire, mais en fait, c'est 99% de la population depuis la nuit des temps. Ces gens qui tracent l'histoire avec un grand H, mais qui ne sont pas mentionnés dans les livres d'histoire ou qui sont oubliés. Moi, je trouve que c'est un roman qui touche au corps parce qu'il parle du quotidien, il parle des rêves d'enfance, de cette part de nous, et j'espère pour vous que vous avez gardé qu'il y a un brin idéaliste, même si depuis quelques années, on va dire que l'idéalisme et le côté rêveur, il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épaules, hein, pour pouvoir arriver à trouver
un semblant de quelque chose de mieux dans ce putain de monde. Mais moi, je l'ai gardé. Voilà, j'ai connu c'est peut-être parce qu'il m'a touché ce roman-là, justement pour ça. C'est que même si je suis pas idéaliste dans le sens où je suis pas débile non plus, enfin, je veux dire, je pense pas à une société parfaite, je suis pas du tout utopique, je suis pas du tout dans le style oui, on va faire la révolution, on va mettre les partis par terre, les politiques, machin, on va monter une société égalitaire, mais ta gueule, ça existe pas. Arrêtez, personne l'a trouvé depuis la nuit des temps, et vous arrivez sur la planète et vous êtes les meilleurs. Non, non, mais vous allez vous casser la gueule comme les autres. Parce que je rappelle que la jalousie, l'envie, la volonté d'être le chef, c'est depuis la nuit des temps dans l'homme humain. Sinon, je pense que ça ferait longtemps qu'on aurait créé une société parfaite. Hein, voilà. Même chez les animaux, il y a un chef. Voilà. Et pourtant, eux, ils tuent pas pour le plaisir. Hein, voilà. Donc, voilà, vous voyez les loups, il y a le chef. Voilà. C'est comme ça, le lion, c'est le chef. Dans les éléphants, il y a un chef. Tout le monde a un chef. Voilà. Donc, mais il y a ce côté, vous pouvez quand même si vous êtes très réaliste, vous pouvez garder cette part d'enfance et cette part d'idéalisme en vous disant putain, ça va peut-être être mieux. Pas sûr. Voilà. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Le seul truc, c'est que il m'a manqué une petite chose, mais vraiment, je sais pas, j'arrive pas à définir ce qui a pu me manquer pour que je puisse dire que c'est un coup de cœur. Voilà, j'ai trouvé ça très... Peut-être que c'est trop court. La fille qui fait chier l'auteur. Oh, Monsieur Marchand, c'est trop court. Voilà, mais je trouve que c'est un roman à lire, à découvrir, à humer, et surtout à rêvasser, si vous voulez dire. Parce que vu que notre monde actuel, c'est largement suffisant pour nous plonger dans les abîmes de stress absolu, je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir un livre qui vous fait pas sombrer tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, non mais c'est vrai. Donc, Les promesses orphelines de Gilles Marchand. Voilà, je vous dis, c'est passé vraiment à peu que ça soit mon coup de cœur. Mais je pense que c'est parce c'est trop court, il me manquait des trucs. Voilà, mais c'est tout. Hein. Voilà. Donc écoutez, à vous de voir. Toujours au Forge Vulcain, évidemment. Autre livre lu, alors là, celui-là aussi, celui-là c'est complètement différent. Jeanne avant Jeanne d'Alec Medieff. Alors, Jeanne d'Arc, il faut le dire, hein, Jeanne d'Arc, puisque c'est d'elle dont on parle, tout le monde la connaît. On a tous une image assez claire de qui est Jeanne d'Arc, que ce soit parce qu'on l'a vu dans les films, parce qu'on a lu des romans, parce qu'on a lu des livres d'histoire, parce qu'on a vu, je sais pas, des BD, parce qu'on a vu des séries, parce qu'on a vu ce que vous voulez. Tout le monde sait que c'était une jeune fille qui venait de Lorraine, qui venait de Don Rémy, qui a entendu des voix, notamment une voix qui lui a un peu en gros, hein, enfin, schématisons le truc, demandé d'aider le dauphin de France pour bouter les Anglais hors du territoire français, enfin du territoire, des peu de territoires que la France avait encore, et qui a mené en fait des hommes en armes, des guerriers, qui a repris Orléans, qui a fait couronner le roi, et qui a fini en gros sur un bûcher après un procès mené entre autres par l'abbé Cochon, trahi par les Français, brûlé par les British, enfin bon, un peu le bordel. Voilà, tout le monde sait ça. Voilà, on sait tout cela, on la voit, la petite Jeanne, là, la bigote, enfin on l'imagine, la petite Jeanne un peu bigote, pucelle, avec son étendard blanc, là, machin. Mais de Jeanne adolescente avant qu'elle débarque chez le dauphin, pas grand chose. Voilà, des on-dit. Donc avant Jeanne la Pucelle, qui y avait? On ne sait pas grand chose. Donc Alec Medieff imagine en fait l'adolescence de Jeanne. Oh les pauvres parents, bordel. Oh les pauvres, mais les pauvres. Non mais sérieux, quand vous imaginez avoir Jeanne, la future Jeanne d'Arc comme fille, l'horreur. Bon bref. Et donc il imagine cette jeune fille rebelle, féministe avant l'heure.
Putain, je vous raconte pas. Remonter comme une pendulette contre la mainmise des hommes sur les femmes, sur l'avenir des femmes, sur la liberté des femmes. Bon, bref, elle refuse et elle déteste tout ce qui est mariage arrangé, les mecs libidineux, et elle en croise. C'est qui se permettent de vouloir la trousser, enfin d'essayer de la trousser un peu comme ils veulent, ou de lui conter Fleurette un peu comme son accord. Il y a des baffes, hein. Ah bah, il y en a certains qui s'en prennent quand même pas mal. Et en fait, il fait de cette Jeanne une jeune fille qui enrage, qui est pas forcément instruite, et d'ailleurs jusqu'à ce que son petit voisin, amoindri par un handicap physique, mais qui en pince pour elle, se décide à lui apprendre à lire, se lui décide à lui apprendre des trucs, ce qu'elle fait et ce qu'elle retient, d'ailleurs elle retient assez bien. Et en fait, elle découvre, grâce à ça, une autre perspective et elle hésite plus du tout à transgresser tout le truc. Voilà. Et l'auteur s'amuse beaucoup à faire de Jeanne une emmerdeuse. Mais une emmerdeuse gentillette, avec qui on... Bon, non, les pauvres parents, parce qu'elle les fait tourner en bourrique, les pauvres parents d'Arc. Enfin, il faut dire que, alors sans compter son petit voisin, les soupirants, les autres villageois qui supportent autant qu'ils le peuvent le caractère un peu ouvrageux de la bestiole. Et au fil des pages, en fait, non seulement on compatit, parce que vraiment on compatit avec les proches de Jeanne, parce qu'on se dit putain, si elle était comme ça devait être l'horreur. Parce qu'ils sont dépassés par les événements, notamment ses parents. Alors elle est en pleine crise d'adolescence, donc saute d'humeur et pas autre joyeuseté. Et en plus, il faut quand même le dire, il y a des explications aussi, parce que je rappelle, on est en pleine décennie de guerre sur le territoire français, ça fait des décennies que la Lorraine est en guerre. Il y a des batailles récentes qui ont été perdues, notamment, d'ailleurs c'est dit dans le livre, à Azincourt. Hein. Alors si tous les pagorieux français, nobles et chevaliers français qui se sont fait embourber, hein, à Azincourt, qui ont perdu très minablement. D'ailleurs, on a perdu toute la chevalerie française quand même. Si vous passez par là, c'était pas glorieux, glorieux, glorieux. Ah, bah non, pas du tout. Voilà, la prochaine fois, vous arrêterez de faire les vantards au premier rang et vous guerroierez correctement. Et on voit les alliances, les mésalliances, les tromperies, les machinations royales, etc. Et en fait, Alec Mediev, il a un style très moderne, très enlevé. Il y a des expressions british dedans, il y a des petites explications, d'ailleurs, il y a des petites explications en fin d'ouvrage. Mais on s'amuse beaucoup à suivre le cheminement de cette jeune fille, qui, en gros, quand on le voit, n'était prédestinée à absolument rien du tout. Voilà, à part se marier, faire des gosses et fermer sa gueule, en gros, hein. Voilà, qui n'était surtout pas prédestinée à devenir une icône, à être canonisée, à devenir la tête de pont de l'armée française, enfin de l'armée de France, plus exactement. Tout ça, en fait, en gros, pour voir que c'est par pitié pour ce pauvre dauphin qu'elle a tout fait, et qui n'a même pas été reconnaissant, le lâche. Ah bah une fois que vous êtes trois, vous n'avez plus rien à carrer. Et franchement, ce livre est un petit plaisir de lecture. Il n'est pas là pour vous expliquer l'histoire avec un grand H, il n'est pas là pour vous faire découvrir des nouveaux trucs sur Jeanne d'Arc, il est là pour imaginer une possibilité de Jeanne d'Arc adolescente. Inutile de vous dire que voilà. Et quand même, je pense que si vous ne connaissez pas du tout ce qui est arrivé pour l'année 1429, qui était si importante, qui a été si importante pour l'esprit français, que nous traînons toujours, tant mieux d'ailleurs, pour certains, parce qu'il y en a certains qui l'oublient, mais bon, c'est pas mal d'avoir ce genre de truc. Je trouve que c'est un livre qui peut vous donner envie d'en savoir plus. Voilà, vraiment. Mais moi, j'ai beaucoup aimé être avec Zedjan. Mais personnellement, moi, j'aurais été ses parents, je l'enfermais à la cave. On est bien d'accord sur la question. Voilà, voilà. Moi, jamais la vie, elle serait allée de trimballer ses guêtres vers le dauphin. Ah non, moi, je l'enterrais à la cave, je la foutais dans la cave et elle sortait pas. Hein. Oh, jamais de la vie. Oh, mon Dieu, d'avoir une gosse pareille, mais quelle horreur.
Bon, à part que c'est Jeanne d'Arc. Voilà, voilà, voilà. À part qu'ils ont dû être vachement fiers, les parents d'Arc, quand même, quand ils ont dû voir qu'elle avait pris Orléans et qu'elle était à la droite, enfin, en tous les cas, dans les premiers rangs du sacre du dauphin, etc. Ah, punaise, ils devaient être fiers. Mais ils en ont bavé, les pauvres, hein. Ils en ont bavé, hein. Enfin, en tous les cas, selon Alec Mediev. Voilà, on ne sait pas, on n'y était pas, et personne ne sait comment ça s'est passé avant. Donc, mais c'est pas mal d'avoir ce genre de livre, donc c'est sympa. Franchement, c'est agréable à lire. Donc, Jeanne, avant Jeanne, de Alec Mediev. Et deuxième coup de cœur du mois, mais est-ce que cela a été étonnant de ma part? Non. Est-ce que ça va vous étonner? Je crois pas. C'est donc Adieu Colima de Antoine Sénanque. Alors, je vous le dis tout de suite, Antoine Sénanque est en train de devenir mon Chopin, mon deuxième Chopin, ou mon deuxième Daniel Croze, si vous voulez, vous voyez, le genre comment dire, d'obsession. Ça va être mon obsession, c'est sûr. Il est en train de devenir mon obsession littéraire quand même, Antoine Zénanque. Seigneur. Non mais s'il fait ça à chaque fois que je lis un livre de lui, c'est comme ça va, ça va devenir mon panthéon, lui. Alors, vous le savez, en 2024, mon deuxième coup de cœur de l'année dans le top de l'année, c'était Croix de cendre. D'ailleurs, il est sorti en poche. Allez le lire tout de suite. Non, je crois qu'il sort là. Enfin, en tous les cas, allez le lire. C'est une merveille. Bon, même je vous l'ai dit 10 fois, donc voilà. Mais je me doutais pas que ce nouveau roman allait me laisser sans voix, on est bien d'accord. C'est le cas, hein, on est bien d'accord. Alors, Antoine Sénan qui nous offre un roman, pour moi, hein, qui est haletant. Fin des années 50. On est autour de l'année 56, après l'insurrection hongroise. Et on voit se croiser des personnages, des chefs de clan, des anciens détenus du goulag, des tueurs, des anciens zèques, des flics, des ripoux, et notamment des gens comme Syllabac, donc une jeune femme dont on apprend qui elle était. Et en fait, il nous vraiment nous balance, parce que là, il s'est même pas baladé, là, il s'est balancé, de Magadan, donc dans la Colima de Budapest et Moscou. Mais tout le monde a un prié et tout le monde est consacré, tout le monde a un trait d'union à la Colima. Tout le monde y part ou en revient, ou on repart et en revient et en repart. Dans ce qu'on peut imaginer un cauchemar pour certains et un gros baroud d'honneur pour d'autres, en gros. Alors on va suivre particulièrement le destin de Syllabac, qui est une jeune femme, qui est une orpheline à la base, qui a été élevée par un tanneur qui s'appelle Varlam, oui, qui lui tient un peu de père adoptif, même s'ils n'ont pas elle est pas très très, on va dire très câline avec lui. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas une relation ce genre-là. Vous voyez, voilà, c'est un père adoptif, il la traite comme sa fille, mais ils n'ont pas une relation fusionnelle. Et en grandissant, en fait, elle va devenir une gamine très dure. On apprend qu'elle est incarcérée pour des faits, bon, ça je vous laisse deviner, et elle va donc être incarcérée dans un des camps de femmes de la Colima. Elle va être, en fait, en gros, la tueuse à sang-froid d'un chef de gang qui s'appelle Lazar Vadas, qui est transylvanien. Ce Lazare a un frère qui s'appelle Pal. Ils se haïssent au-delà de tous les mots qu'on peut imaginer quand nous on arrive, puisque en fait, l'un a fait tuer la fille de l'autre par Scylla, qui elle, sans le savoir, qui exécutait le contrat. Donc du coup, y en a un qui déteste l'autre, mais qui déteste la personne qui a tué sa fille. Et depuis, donc Pal l'a réduit à l'exil. Mais un exil douloureux, c'est-à-dire qu'en fait, elle sait qu'à tout moment, il peut tout lui reprendre.
et qu'elle ne peut absolument tenir à rien, ni personne, ni matériel, ni animal, ni rien, parce qu'en fait, il peut très bien lui reprendre par le sang, c'est-à-dire tuer ou éliminer les choses qu'elle aime. Et au lieu de la tuer, donc, il la condamne à vivre seule, ou en tout le moins esselée, sans avoir un seul sentiment pour qui que ce soit, et d'avoir peur que le peu de choses qu'elle possède, elle lui soit rappelée. Et notamment une femme qu'elle a connue, qu'elle a protégée pendant des années dans le camp et qu'elle protège toujours, mais à distance. Une femme qu'elle a aimée dans ce camp-là, et qu'elle aime toujours, elle-même ancienne de la Colima, à qui elle avait espéré un espoir à leur libération, mais que du fait de la, on va dire, de la menace qui pèse sur elle, elle la surveille à distance, elle la protège à distance, mais elle ne se mêle jamais. Et en fait, Adieu Colima est un roman noir, historique, parce que forcément, ça retrace l'insurrection, ça retrace la mainmise de Moscou, ça retrace les années noires, ça retrace l'après-Staline. Et donc, quand Khrouchtchev, en gros, dit que le petit père des peuples, c'était un gros connard. Non, mais si, quand même, il l'a dit à la tribune. Enfin, il n'a pas dit connard, mais en gros. C'est la libération des camps, enfin, voilà, qui va devenir que pour les condamnés politiques et plus pour, tout est relatif, mais enfin bon, en gros, schématisons, que pour les opposants politiques, etc., et plus pour le commun des mortels. Et c'est un drame humain aussi, qui prend racine dans l'obscurité des goulags de cette époque, y compris de ceux qui les ont quittés, mais qui traînent un boulet invisible pour tout le monde, mais pas pour eux. L'écriture, c'est Antoine Sénanque, donc c'est léger, c'est intelligent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi il explique l'insurrection de Budapest, la chute donc de la politique de Staline, les hiérarchies dans le goulag. Donc si vous ne connaissez pas trop, c'est pas mal parce que ça vous explique comment étaient faits plus ou moins les strates. La chute politique de Staline, qui donc entraîne la chute de certaines parties des condamnations, les conditions de vie dans la Colima. Je rappelle que c'est un endroit, un des endroits les plus hostiles de la planète, hein, en gros. Je crois que même l'Antarctique, c'est mieux. Les inimitiés entre des peuplades russes, entre les peuplades russes et entre les peuples affiliés à ce satellite qui était l'URSS. Le rideau de fer, bien sûr, c'est un roman qui n'oublie jamais l'humain. Vraiment. Il y a de la haine, il y a de l'amour, il y a de la vengeance, il y a de la honte, il y a de la peur, il y a de la jouissance, amoureuse ou haineuse. Moi, j'ai lu ce livre-là en apnée, vraiment. J'étais aux côtés de Scylla, qui est à la fois autant déterminée qu'intraitable. Vous n'avez pas du tout envie de la croiser à un moment donné, parce que elle est seulement vulnérable quand elle l'évoque et qu'elle est proche de cette femme, donc de Cassia. Sinon, le reste du temps, vous n'avez pas du tout envie de la croiser, mais elle est touchante. Alors, il y a des allers-retours entre les pays, entre les lieux, entre les périodes qui sont très bien amenés, qui donnent une grosse profondeur de lecture et un rythme très soutenu. Et quelquefois, alors là, c'est le génie sûrement d'Antoine Sénanque, il y a un temps suspendu. Voilà, il y a une parenthèse pour expliquer quelque chose et vous êtes dans une espèce de temps suspendu. Le rythme se calme et puis tout d'un coup ça repart. Voilà. Moi j'ai adoré ce roman pour le côté romanesque, la froideur, la beauté et ce fil invisible de l'enfer des goulags dont dont on peut revenir mais dont on ne part jamais. Vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment un livre pour moi qui a vraiment à lire absolument. Pour voyager, pour hurler, pour aimer, pour pleurer, pour saigner dans la grisaille du bloc communiste. Ah bah si, parce que c'est pas très très drôle. Hein. Ah bah non, c'était pas très très drôle. Donc surtout, écoutez, coup de cœur, moi je peux pas vous en dire plus parce que voilà, Adieu Colima, Antoine Sénanque, lisez-le.
Voilà. Et en plus, si vous aimez cette période-là, ou que ça vous intrigue, voilà. Et les personnages sont tous bien foutus, la fin est très très bien amenée, très très bien foutue. Il y a des rebondissements où il faut, quand il faut, pourquoi. Enfin, c'est vraiment très 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 bon. Vraiment. C'est complètement différent de Croix de cendre, hein, aucun rapport avec la choucroute, période et histoire. Mais ça tient de l'auteur, hein. On est bien d'accord sur la question. Voilà. Donc, adieu Colima, Antoine Sénan, deuxième coup de cœur du mois quand même, hein. Et donc, pour finir les lectures du mois, j'ai lu Le château des Désertes de George Sand, donc relu, puisque j'avais lu Lucrezia Luciani en mois de juillet. Et donc, Le château des Désertes, c'est la suite. Il a été écrit en 1847, il a été publié quelques années après. C'est un livre qui parle d'idées sur l'art. Dans le premier roman, donc dans Lucrezia Luciani, on parlait plus de cette femme, cette actrice qui s'était retirée au bord d'un lac en Italie, qui avait quitté la scène, dont le jeune amant, Prince Carol, était très jaloux et qui avait réussi à la détruire petit à petit. Là, dans le château des Désertes, c'est plus l'avenir, enfin c'est l'avenir artistique de ces deux enfants qui restent après la mort de leur mère. Donc c'est vraiment une éducation théâtrale dans une communauté d'artistes qui est réfugiée dans un lieu isolé des Alpes qui s'appelle donc les Désertes. Ils ont un père de substitution en fait qui s'appelle Boccaferri qui va les initier à l'art. Donc on parle de poésie, de philosophie, de politique et qui sont tout ça mélangé dans une fiction romanesque où il y a de l'utopie, de l'idéalisme. Il y a une espèce de route entre la parenthèse hivernale, le printemps qui réapparaît, et bien sûr, dès que le printemps réapparaît, il y a une espèce de conte un peu merveilleux qui finit bien par des mariages, machin. Enfin bref, c'est un truc un peu plus printanier, on va dire. Euh, mais franchement, c'est un très très bel ouvrage alors bizarrement, je me souvenais de l'avoir lu, bien sûr, parce que quand j'ai commencé à le lire, je me dis ah ouais d'accord, effectivement ouais, je l'ai lu. J'étais sûre de l'avoir lu, mais je veux dire quand je l'ai commencé à le relire, je me suis dit ah ouais, ah oui, ah oui, ah oui 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 oui, et tout m'est revenu. Mais je l'ai largement préféré à Lucrezia Luciani, que franchement j'ai trouvé sympathique, agréable, très très bien. Mais franchement, j'ai préféré celui-là. Voilà, donc le château des Désertes. Écoutez, je pense qu'il faut, alors conseil, il faut lire le premier quand même, hein, parce que sinon vous n'allez pas. Il y a des choses qui vont vous manquer quand même pour l'histoire des enfants, des machins, des trucs comme ça. Mais voilà, autre livre de Georges Sand, lu cette année dans la Pléiade, et franchement c'est un bonheur. En plus, lire dans la Pléiade, putain, c'est bien. À part, c'est vrai qu'effectivement les pages c'est très compliqué quand même, c'est très très fin, machin. Et en plus, voilà, ça sied pas à tout le monde, hein, mais mes petits yeux, ils sont bien 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 contre les trucs quand même, hein. Oh là. Voilà, mais c'est très agréable de lire dans la Pléiade. En décembre, je vais lire. Enfin, je vais relire en décembre. Bah tiens, si vous voulez relire avec moi, je vais relire un de mes livres, de mes romans français préférés avec La Princesse de Clèves et d'autres, mais un de mes préférés, je crois qu'il est dans le top 5 des Français absolus, c'est Les Liaisons dangereuses. Ce truc, c'est... Mon Dieu! Bref, même si je lui préfère La Princesse de Clèves, mais... Oh, mon Dieu, Les Liaisons dangereuses. Oh, ce livre, enfin vous comprendrez en 2029. Je vous tease, hein, voilà. Mais franchement, c'est très agréable de lire dans ces trucs-là. Octobre, je sais pas, mais je pense que je vais lire Manon. Je suis pas sûre, mais j'ai bien envie de le relire. Mais j'aimerais finir par François le Champy et La Petite Fadette à la fin de l'année, les deux derniers. Donc peut-être Manon. Voilà, je sais pas, il y en a un autre que j'aimerais relire, mais je sais pas, je vais voir. J'ai pas lu Isadora, donc je vais voir, mais on verra. Voilà, donc ça c'était tout ce que j'ai lu.
Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous avez eu des belles lectures. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, sûrement. Si vous avez envie d'en lire, si je vous ai donné envie d'en lire, désolé hein, pour ceux qui vont rajouter à leur pile à lire. Et est-ce que vous avez eu comme coup de cœur au mois de septembre, sachant que donc il reste plus que 2 mois, octobre et novembre. Novembre, je vais essayer de trichouiller encore pour le Black November, même si j'ai des livres que j'ai envie de lire d'ici la fin de l'année. Donc je vais y aller au forceps en novembre. Octobre, bah, ma pile à lire est déjà faite, donc elle est en ligne. Au moment où vous voyez cette vidéo, vous l'avez sûrement vu, la pile à lire de octobre, qui est quand même pas mal. Et décembre, vous le savez, décembre c'est toujours très léger. Parce que, alors, outre, donc, je vais relire les liaisons dangereuses, donc si vous voulez vous joindre à moi, il y aura au moins 2 romans régionaux, parce qu'il n'y a plus de livres du carnet. Le carnet s'arrête en novembre. Donc il y aura 2 romans régionaux, ça c'est sûr et certain. La relecture de les liaisons dangereuses, vous m'étonnez. Et alors, je pense, je suis en pourparlers avec 2 livres dans ma petite tête. La fille. Parce qu'il y en a un, je vais me le faire acheter. Enfin, je vais me le faire acheter. Non, c'est Papa Noël qui va me l'acheter. Enfin, c'est moi, donc. Euh, Parce que franchement, j'ai envie de le lire, mais c'est un tout nouveau qui vient de sortir. C'est la suite de Octobre. Ça s'appelle Cache-Cache. Mais, mais voilà, je suis pas non plus. Enfin, vous savez comment je fonctionne, vous avez compris. Je suis pas style une acheteuse convulsive absolue. Donc, si j'ai pas vraiment l'envie viscérale de le lire absolument, style, c'est pas un de mes préférés, auteurs préférés absolus, etc. Je me saute pas dessus comme la peste sur le monde. Je pense que ça peut très largement atteindre Papa Noël, sachant qu'il y a le, le dernier tome, ou visiblement l'avant-dernier tome d'une saga que je suis de Kate Moss. Je n'avais pas été emballée par la Cité des Mers. Voilà, donc je vais voir. Peut-être que si je le trouve en d'occasion, puisqu'il il est sorti en septembre, je crois, ou dans ces eaux-là, donc début septembre, je crois qu'il est sorti, ou là. Enfin, en tout cas, mais peut-être que je le trouverai d'occasion une bouquinerie, ou etc., parce qu'il y a bien quelqu'un qui l'aura lu, qui le revendra tout de suite. Peut-être que je lirai ça parce que c'est assez léger, faut pas se prendre la tronche, etc. Moi, en décembre, vous savez qu'à partir du 15 décembre, c'est série Pierre et le loup fait par David Bowie, enfin conté par David Bowie, les contes, les histoires de Noël, enfin donc l'hystérie absolue. Je regarde pas de films de Noël, mais voilà. Alors j'annonce parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a demandé. J'annonce qu'en 2026, je ferai pas de lecture commune comme j'ai fait les autres précédentes années parce que en gros je me suis aperçue que j'ouvrais des groupes privés sur Insta et que en gros personne ne participe ou très peu, sauf à ce que moi je donne tout et que je produise des trucs, sinon ça bouge pas. Donc je vois pas l'intérêt de mener des trucs comme ça alors que ben en gros je donne gratuitement j'ai donné pendant des mois et des années des trucs gratos. J'ai fait des recherches, j'ai envoyé des liens, etc. pour au final me recevoir des ah merci, oh c'est sympa, oh trop bien, ah voilà. Donc non, enfin je trouve que c'est toujours un peu désagréable euh, parce que si on fait une lecture commune, c'est pour échanger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour trouver des trucs. Alors, il y a 2, 3 personnes qui jouaient le jeu, mais pas le reste. Voilà. La lecture commune de 2026, je ne sais pas quand je vais la faire, mais j'ai envie de relire 1793, 1794, 1795 de Niklas Natosdag. Maintenant que c'est sorti tout en poche, c'est beaucoup plus facile pour les gens de l'acheter en poche. Parce que quand même, Sonatine, la version brochée, ça coûte quand même une blinde. Et j'ai vraiment envie de le relire. Alors je ne sais pas du tout dans l'année quand je vais le relire, mais peut-être qu'on pourra en discuter tranquillou. Et je ferai sûrement une lecture commune sur Patreon. En faisant un onglet dans le chat, là vous savez, dans l'onglet communauté, en mettant relecture Niklas Natosdag, trilogie
de la trilogie. Et peut-être faire un sondage en disant, bon, c'est quand que vous imaginez, ou alors on se fait... mais il faut que ça suive, c'est-à-dire un mois, sur 3 mois, on lit un roman par mois. Enfin, on relit pour moi, mais on lit un tome par mois. Et à ce niveau-là, on pourra discuter, s'envoyer des liens, etc. Ça sera peut-être plus vivant. Sachant que je trouve que c'est pas une mauvaise idée de le faire comme ça. Je suis en train de réfléchir parce que vous m'avez donné beaucoup de références, alors que ça soit sur le Excel, dans le Drive, mais aussi beaucoup en mail, parce qu'il y a des gens qui savent pas trop se servir du Drive, donc ils m'ont envoyé par mail des références. Donc j'ai reçu énormément de titres en livre de poche comme je l'avais demandé, que ça soit historique, que ça soit régional, que ça soit des beaux coups de cœur. Donc je pense que j'ai honnêtement une année de lecture avec tout ce que vous m'avez envoyé. Vraiment. Je pense que vous allez être obligé de retravailler à partir d'octobre, novembre. Mais je pense que janvier à septembre, je pense que j'ai facilement 7 livres par mois que vous m'avez recommandés. Voilà, sachant que je m'octroie un genre de choix de Lisa, quoi, de choisir un livre moi. Tout le reste, ça sera vous. Donc si c'est pas bon, c'est votre faute. On est bien d'accord sur la question. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et on se donne rendez-vous fin octobre pour le point lecture d'octobre. Alors, au programme en octobre, je vous gâte avant de redescendre le niveau de vidéo en 2026. Vous avez la wishlist de 2022, ça sera la dernière. Le thématique d'historique, c'est la guerre de Troie. De toute façon, les thématiques historiques, ça marche pas, donc je vois vraiment pas pourquoi je continuerai après. Il y aura le programme culturel. Il y aura le Lisa Papote numéro 4, donc 2 questions qui m'ont été posées, une sur le Général Hux et l'autre sur la lecture. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, vous le faites. Si ça vous intéresse pas, vous sautez. Mais voilà, si vous m'avez demandé alors je vous le dis tout de suite, si vous m'avez demandé une thématique et que la thématique, vous la regardez pas, je vois vraiment pas pourquoi je l'ai fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'au après décembre, je n'en ferai plus. Je pense que si je l'ai fait, je les basculerai sur Patreon. Ou je les ferai sur SoundCloud et je les basculerai à la fois sur Patreon et à la fois sur le blog. Mais sinon, terminé. Voilà, parce que je vois vraiment pas pourquoi je me casse la tête à faire des vidéos qui ne sont absolument pas regardées. Je vous trouve des illustrations, je fais des trucs et tout. Les gens s'en foutent. Donc voilà. Tout le monde m'avait réclamé, les lois de Nuremberg, ouais, il y a plein de livres sur Hitler qui sortent, on voudrait savoir, etc. Le flop du mois. Voilà, donc écoutez, peut-être que vous êtes allé trouver mieux ailleurs, et tant mieux pour vous. Mais bon, après tout... voilà, après tout, c'est un peu gonflant, mais c'est comme ça. Allez, bisous, ciao.